Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est l'événement sur Public Sénat, une édition spéciale que l'on vous propose pour vivre en direct le vote du texte immigration au Sénat à partir de 19h et puis à l'Assemblée ensuite. D'ailleurs, notre décor est bleu, blanc, rouge, c'est vraiment le décor des soirées événementielles sur l'antenne et vous aurez, alors je suis pas habitué, derrière moi c'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc ça va se jouer là et je suis pas habitué, ça va se jouer là aussi évidemment beaucoup ce soir, beaucoup de questions puisque le gouvernement et les LR sont parvenus à un accord sur ce texte. La CMP, la commission mixte paritaire, est donc conclusive, c'est le terme qu'on emploie, mais à quel prix? La majorité présidentielle déjà fragile peut-elle exploser ce soir? Les députés MoDem, les élus de l'aile gauche de la Macronie vont-ils voter avec le Rassemblement national? Et puis Emmanuel Macron qui a promis, vous le savez, un rendez-vous à la nation au mois de janvier, peut-il ouvrir pour de bon, cette fois-ci, un nouveau chapitre de ce second quinquennat? On répondra à ces questions. On a 1 heure devant nous jusqu'au début du vote ici au Sénat avec nos invités. Mais d'abord, ce que contient la loi immigration dans sa toute dernière version avec Samia Dechir. Il aura fallu plus de 24 heures pour y arriver. La majorité présidentielle et la droite ont finalement trouvé un accord sur le projet de loi immigration. À la demande de la droite, les conditions de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension ont été durcies. Ils devront entre autres justifier d'un casier judiciaire vierge et prouver leur respect des valeurs de la République. Nous avons mis en échec un texte qui était impuissant et inutile, voire qui avait des côtés dangereux sur la régularisation des clandestins, pour promouvoir un texte responsable, avec de vraies dispositions qui sont de nature à infléchir la politique migratoire. Autre point d'accord sur les aides au logement. Pour y avoir droit, les étrangers qui travaillent devront justifier de 3 mois de présence en France et de 5 ans pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Une forme de préférence nationale, dénonce la gauche, qui accuse la droite et l'exécutif de faire triompher le programme du Rassemblement national. La CMP est conclusive. Elle est conclusive dans le déshonneur pour la droite qui finalement a été l'idiot utile du RN. De fait, le RN jubile. Marine Le Pen revendique une victoire idéologique et appelle à voter cette nouvelle version du projet de loi immigration. Cette loi devient une loi de durcissement des conditions de l'immigration. Nous allons donc voter ce texte tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire. Un soutien très embarrassant pour la majorité présidentielle. Plusieurs députés macronistes de gauche ont déjà annoncé qu'ils refuseraient de voter le texte aux côtés du Rassemblement national, mais l'exécutif assure pouvoir compter sur les voix de la droite et du centre. Les Républicains, la moitié du groupe Lyotte et la majorité dans son ensemble, qui est donc favorable à l'accord, puisque nous avons réuni nos groupes et qu'il y a eu des expressions. Donc on n'a pas besoin des voix du Rassemblement national. La nouvelle version du projet de loi immigration sera examinée au Sénat aujourd'hui à 19h, puis à l'Assemblée nationale à 21h. Et on va se compter au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est l'un des enjeux de cette soirée. On vous fait vivre en direct à la fois les réactions des personnalités. On sera dans les différents lieux où se joue cette soirée. Tiens, toute dernière nouvelle, on l'a appris il y a quelques minutes. Emmanuel Macron a convoqué à 18h, donc c'est en ce moment, une réunion avec sa majorité parlementaire au sujet de ce projet de loi. Je cite l'agence France Presse. Le président fait un point de situation avec la première ministre, les présidents de groupe et les chefs de parti de la majorité. Je vous présente tout de suite mes invités. Pascal Perrineau, bonsoir Pascal. Bonsoir. Bienvenue, politologue, professeur à Sciences Po Paris. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Erwan Lestrand, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia, bienvenue à vous. Et puis en duplex avec nous de la salle des conférences ici au Sénat, Quentin Calmet, bonsoir Quentin. Vous n'hésiterez pas évidemment à nous faire signe dès que vous avez des invités et puis pour faire un point sur ce qui se joue. On reparlera peut-être de la forme, Pascal Perrineau, mais sur le fond, sur le contenu de la loi. Quelles leçons vous tirez de cette commission mixte paritaire ? Écoutez, comme la plupart du temps, la commission mixte paritaire a fait son métier. C'est-à-dire elle est arrivée à un accord, à concilier des avis divergents.
dans la majorité des cas, lorsqu'il y a une commission mixte paritaire, ça débouche en effet sur un compromis, parce qu'on est dans un petit cercle et c'est plus aisé de faire dans l'intimité de la commission mixte paritaire un accord que dans le chahut. Mais sur le fond, c'est un compromis ou c'est un texte qui penche clairement vers ce que souhaitaient les LR et notamment les sénateurs LR? Non, pour les LR, c'est une victoire parce qu'ils ont largement imposé toute une série de thématiques vis-à-vis desquelles la majorité, au début du processus, était réticente. Mais que voulez-vous ? Alors, on est en France, c'est vrai, je sais que le compromis, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer pour les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs. Dans un compromis, il faut un peu faire un bout de chemin, on n'est pas sur les mêmes positions. Et là, en effet, Gérald Darmanin avait essayé, mais ça avait suscité des hostilités du côté des LR parce que c'était un ancien LR. Et là, on voit qu'une fois Gérald Darmanin sorti du champ, eh bien, ils sont arrivés à une situation de compromis dans lequel il y a une victoire de LR et derrière, en effet, un RN qui, une fois de plus, se réjouit en disant ben voilà, toute une partie de nos idées ont été reprises. Mais attention, c'est pas la première fois que le RN vote un texte de la majorité. Oui, alors, avec, effectivement, et on va en parler, des risques de fragmentation à court terme, c'est sûr, mais peut-être aussi à moyen et plus long terme de cette majorité présidentielle. Émilie Zapalski, c'est vers le Sénat, je rappelle, 19h, ensuite Assemblée nationale, 21h30, ça c'est le calendrier des votes ce soir. Est-ce que vous diriez que pour Elisabeth Borne, sûrement, mais peut-être aussi pour Emmanuel Macron, c'est une sorte d'heure de vérité ce soir? Une heure de vérité, mais aussi peut-être un éclaircissement sur justement ce en même temps qui penchait de plus en plus à droite et là qui clairement penche complètement à droite avec même donc des idées reprises ou en tout cas qui ressemblent beaucoup au Rassemblement national. Moi, il me semble que c'est un éclaircissement et c'est assez intéressant parce que on a l'impression... Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron, d'un seul coup, est proche de Marine Le Pen politiquement. Non, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, c'est une belle opération. Je trouve que c'est une belle opération de communication qu'ils leur transmettent au Rassemblement national. Et on entend depuis hier, presque, mais surtout depuis ce matin, voilà, ils ont choisi la préférence nationale, ce qui était dans notre programme, le Rassemblement national, et ils se félicitent de tout ça. C'est un peu comme aux rencontres de Saint-Denis. C'est dérouler un tapis rouge quand même, une espèce d'opération de communication très réussie pour le Rassemblement national, alors qu'à la base, Emmanuel Macron, et je reviens à son élection, était là justement pour faire rempart au Rassemblement national. On a entendu très rapidement... C'est le scénario qu'il avait écrit pour gagner face à Marine Le Pen. Mais on a entendu un Gérald Darmanin récemment, dimanche, qui a dit... Si on ne fait pas ça, ce texte qui ressemble beaucoup au RN, c'est Marine Le Pen qui est élue. Donc c'est une drôle de façon d'éviter le RN tout en utilisant les méthodes du Rassemblement national. Juste pour dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça fait réapparaître le clivage gauche-droite au sein même de la majorité, puisque moi je ne pensais pas qu'il y avait des rebelles comme Sacha Houlié qui annoncent qu'ils voteront contre le texte, même si probablement ça ne changera rien au vote. Je pensais qu'ils allaient plutôt rentrer dans le... Et on a l'impression que ça réveille les uns et les autres, même au-delà de la majorité, à gauche, parce que quand même c'est un texte qui fait un pas de plus vis-à-vis des étrangers, c'est un peu particulier. Oui, on va détailler dans un instant, grâce à Quentin Calmet, un peu l'état d'esprit des parlementaires de la majorité présidentielle. Erwan Lestran, est-ce qu'elle peut imploser ce soir, cette majorité déjà fragile? Non, probablement pas, mais en tout cas, la conclusion peut-être de ces derniers jours, c'est que l'immigration n'est pas soluble dans le en même temps, au même titre que la sécurité. C'est vrai qu'on aurait pu l'observer, mais ça ne marche pas dans le en même temps. Vous le disiez, et c'est vrai, ça réinstalle complètement le clivage gauche-droite. Davantage marché, Non plus, mais on voit que sur ces sujets-là, le clivage gauche-droite se réinstalle complètement. On l'a aussi sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, sur la stratégie, la victoire va plutôt aux Républicains, sur l'idéologie plutôt au RN. Mais en tout cas, l'enjeu pour la majorité aujourd'hui, c'est probablement soit de rester unis, soit de limiter l'existence de frondeurs en interne. On avait vu comme ils avaient sapé le quinquennat de François Hollande. Ce serait bien pour Emmanuel Macron de minimiser le poids des frondeurs dans son mouvement après un an de mandat. Oui, et puis, signe de ces tensions, je vous le rappelle, réunion de la majorité en ce moment même à l'Élysée autour du président de la République. Quentin Calmet, vous êtes donc en salle des conférences ici au Sénat. Vous
suivez cette commission mixte paritaire depuis hier pour Public Sénat. Dans quel, et vous avez peu dormi, merci de tenir la baraque comme ça. Voilà, c'est aussi ça le métier de journaliste. Dans quel état d'esprit sont les parlementaires de la majorité présidentielle que vous avez croisés ces dernières heures? Effectivement, Thomas, on était aux 4 colonnes à l'Assemblée nationale. On a retrouvé le décor traditionnel de Public Sénat, la salle des conférences, et effectivement ces dorures et la moquette rouge, effectivement auxquelles on est habitué. Mais effectivement, à l'Assemblée nationale, on a vu dès 40 minutes avant la fumée blanche et l'accord de la commission mixte paritaire, des députés Renaissance assez mal à l'aise quand les journalistes leur posaient des questions en salle des 4 colonnes. Et parce que, par exemple, Sylvain Maillard, le chef de file des députés Renaissance, il est passé assez blême, on peut le dire, en disant juste un laconique, il va manquer quelques voix à la majorité. Et là, effectivement, depuis l'annonce de l'accord de la CMP 17h30, on voit des députés MoDem ou Renaissance donner leur position à titre personnel, comme Jean-Paul Mattei, le président du groupe MoDem, qui pourrait emporter avec lui plusieurs députés MoDem et qui a annoncé qu'il allait voter contre l'accord de la CMP. Même chose pour Sacha Houlié, un personnage emblématique, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est Renaissance, c'est lui qui dirigeait les travaux de la CMP. Il a annoncé qu'il allait voter contre. Un autre député Renaissance appelait ses collègues Renaissance qui hésitaient à cause de la rédaction trop à droite de l'accord de la CMP. Il les appelait à s'abstenir plutôt qu'à voter contre lors de nos échanges en salle des 4 colonnes tout à l'heure. Renaissance qui espère ainsi profiter des 62 voix DLR grâce à l'abstention à cause de l'abstention de certains de leurs collègues Renaissance. Quant au fait que le Rassemblement national appelle à voter le texte, ces députés Renaissance, ils étaient clairement gênés. Ils nous ont dit « on n'a jamais compté sur les voix du Rassemblement national. Ils font aujourd'hui un coup politique, une manière de se rassurer avec nous, même s'ils étaient effectivement très embarrassés devant la presse. » Thomas. Merci Quentin. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des invités à faire intervenir en direct ou pour nous livrer d'autres informations, à nous faire signe. Autre information livrée par nos confrères de l'agence France Presse avec cette expression « baiser de la mort » employée par un député Renaissance macroniste de la première heure pour qualifier finalement ce choix du Rassemblement national de voter le texte et d'obliger les députés Renaissance ou MoDem à se positionner. L'une des premières d'ailleurs à avoir pris la parole après l'annonce de cette commission mixte paritaire conclusive, c'est Marine Le Pen qui annonce que donc le vote du parti. On l'a entendu déjà dans le sujet de Samia Dechir. Alors je vous propose de remonter quelques heures plus tôt. Jordan Bardella qui parlait déjà de victoire idéologique. Écoutons. La victoire idéologique du Rassemblement national est de plus en plus forte chaque jour. On est passé d'un texte que nous avons mis en échec à l'Assemblée nationale qui prévoyait des mesures d'accélération de l'immigration avec cette ouverture d'une nouvelle filière d'immigration via la régularisation des travailleurs sans papier qui constitue en soi une prime à l'illégalité, à un texte durci sur les conditions d'octroi des aides sociales notamment aux étrangers, sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Mon analyse, c'est qu'on a là la conséquence concrète du Rassemblement national à 30% dans les sondages. Et donc, dans quelques heures, la loi va peut-être passer à l'Assemblée, Pascal Perrineau, grâce aux voix du Rassemblement national. C'est quand même un affront pour Elisabeth Borne. C'est pas évident qu'ils aient besoin des voix du Rassemblement national. Le Rassemblement national votera parce qu'il ne va pas se priver de ce plaisir. Mais oui, c'est ce que je disais. Voilà, il pourra y avoir une majorité sans forcément l'apport des députés du Front national. Mais surtout, là, on est tout aux délices des prises de position des partis, des députés, des sénateurs, etc. Mais enfin, une majorité, elle doit représenter la majorité du pays. Or, que constate-t-on ? Depuis des semaines et des semaines. C'est pas nouveau, je suis d'accord. L'Institut Odoxal l'a fait, d'autres instituts comme ELAB l'ont fait. Ils ont pris toutes les mesures du projet de loi et ils ont demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Sur toutes les mesures, à peu près, sans aucune exception, les Français à des majorités fortes sont d'accord avec un durcissement, ce qu'il faut appeler un durcissement des conditions. Ils étaient aussi d'accord avec l'article 3, si je ne me trompe pas. Absolument, et même les sympathisants LR, 50% sur l'article 3. Donc l'équilibre plaisait aussi aux Français, bref. Voilà. Non, mais enfin, globalement, si vous voulez, les Français, il y a à peu près 2 tiers des Français qui disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une droitisation sur ce thème, qui est une droitisation sensible, qui ne touche pas simplement l'électorat de la droite, l'électorat du Rassemblement national,
mais aussi l'électorat de la majorité et l'électorat de la gauche, jusqu'aux électorats et les filles. 40% des électeurs, des sympathisants d'LFI disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Vous voyez, donc, quand on parle de la représentation... Mais est-ce que c'est une victoire idéologique du Rassemblement national, pour reprendre les mots de Jordan Bardella? Oui, parce que certaines mesures sont des mesures qui sont des mesures que le Rassemblement national préconise depuis longtemps. Mais il y a d'autres mesures que LR préconisait, que le MoDem avait pu préconiser, que Renaissance avait préconisé. Émilie Lapacque, vous voulez intervenir? Il y a ces mots qui sont employés notamment par la gauche pour finalement qualifier ce qui s'est passé au sein de cette commission mixte paritaire, qui reviennent sur le mot préférence nationale. Oui, est-ce que cette loi, dans sa dernière version, est imprégnée finalement de la préférence nationale telle qu'elle est pensée par le Rassemblement national ou le Front national auparavant? En tout cas, c'est comme ça que le Rassemblement national veut marquer cette loi. Alors on entend ici mais est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège du RN quand finalement on reprend cette rhétorique? C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin en disant attention, c'est déjà ce qui est le cas pour le RSA par exemple, que les étrangers ne le touchent pas tout de suite, qu'il faut un délai de 5 ans. Donc ça existe déjà. Mais quand même, c'est des pas supplémentaires. Moi, je reviens juste sur cette droitisation de la population française. Il faut regarder quand même dans la nuance tout ce qui est dit. Oui, il demande plus de fermeté et on peut le comprendre avec tout ce qu'on vit, notamment en termes de terrorisme, d'OQTF, d'obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas respectées, pas appliquées. Je ne suis pas sûr que la loi va permettre plus d'application de ce côté-là, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'international. Donc les Français, oui, demandent plus de fermeté. Mais comme vous l'avez dit, ils étaient aussi d'accord sur cet article 3 de régularisation des sans-papiers pour des métiers en tension, ce qui a été fortement durci dans une version Les Républicains, où il y a plein de contraintes particulières. L'article, enfin, la mesure reste, mais dans une version d'ailleurs qui va que jusqu'à fin 2026, si j'en crois ce qui ressort du texte qui sera établi de la CMP, enfin du texte de la CMP. Donc quelque chose qui est un petit peu rabougri par rapport. Donc je ne suis pas sûre que les Français, oui, ils ont cette envie, et quand on les questionne, ils ont envie de plus de fermeté, mais ils ont aussi cette ouverture qui est un peu la philosophie de la France, d'accueil, de régularisation de personnes qui en plus nous servent parce que c'est des métiers qu'on ne fera pas. Donc je pense que c'est un petit peu plus nuancé. Moi, ce que je trouve, c'est que là, le texte, oui, ouvertement, il passe un cran au-dessus, et puis surtout, il a libéré beaucoup de paroles très décomplexées. Et c'est là, je trouve que c'est grave. Ça fait 1 an et demi que Gérald Darmanin se traînait ce projet de loi, qu'il y a eu des discussions. Est-ce qu'on le fait en saucisson pour faire passer à gauche, à droite, parce qu'on voit bien le mal qu'ils ont eu pour le faire passer s'ils arrivent au bout. Pendant tout ce temps-là, oui, les paroles ont été très décomplexées. Et on sait qu'on entend souvent plutôt ceux qui crient fort et ceux qui sont radicaux dans tout ça. Et ça crée dans la société, il me semble, une parole très décomplexée. Mais ça ne veut pas dire que c'est le reflet de tout ce que pensent les Français. On va voir, et on voit déjà dans la majorité que ça grince des dents, justement, par ce côté jusqu'au boutiste, un petit peu, des mesures un petit peu plus fermes. On va voir si dans la société française, on a vu déjà des manifestations contre ce texte arriver. On va voir comment ça se passe. Erwan Estrohan, ces termes préférence nationale, ils sont clairement associés au Front national d'abord, enfin au Le Pen père-et-fille pour... Oui, tout à fait, même au FN plutôt qu'au RN. Mais en tout cas, c'est de la préférence pour la présence sur le territoire national aujourd'hui plutôt que de la préférence nationale, mais c'est vrai que ça y ressemble. Et je rebondis sur ce que disait Pascal Perrineau. Il y a un contexte d'opinion que les députés, les sénateurs ne doivent pas ignorer. On a 6 Français sur 10 aujourd'hui qui considèrent qu'on évolue vers trop d'assistanat, qui considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France. On voit le soutien au droit d'asile qui a tendance à reculer dans la population. On a 7 Français sur 10 qui jugent que la politique en matière d'immigration est trop laxiste. Donc voir des Français qui préfèrent un projet privilégiant un contrôle durci de l'immigration plutôt qu'améliorer l'intégration des étrangers, c'est assez logique dans le contexte actuel. La semaine dernière, on interrogeait les Français au sortir du vote de la motion de rejet. Il y en a uniquement 3 sur 10 qui souhaitaient un abandon du projet. Et parmi les 7 sur 10 qui voulaient un projet, ils voulaient majoritairement un projet qui penche à droite, proche de celui des sénateurs. Donc ça va plutôt dans le sens des Français. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un risque pour les parlementaires à apparaître hors sol par rapport à ces préoccupations, dans un contexte qui plus est d'actualité, qui fait remonter les préoccupations sur la sécurité et sur l'immigration, qui sont revenues à un haut niveau dans la population, qui sont des thématiques, l'immigration et la sécurité, très sensibles à l'actualité. Mais il semble quand même qu'on réduise le champ d'analyse, pardon, je sais que c'est efficace à des moments T, au sondage. Il faut regarder où ont voté les Français.
On n'arrête pas de dire la France est à droite depuis 2022. Il faut regarder les élections. On est encore en démocratie représentative. Alors, pour l'instant, excusez-moi, c'est Emmanuel Macron qui est passé. Valérie Pécresse, je vous rappelle, la candidate de la droite, moins de 5%, 62 députés. La France, à l'heure où on se parle, n'est pas à droite. En fait, donc on verra 2027. En fait, c'est ça qui est un petit peu particulier. Soit le gouvernement finalement voulait un texte plus dur, soit il a flanché pour justement un parti qui a pesé en 2022 moins de 5%. C'est ce qu'il faudra expliquer aux Français. C'est ça qui est difficile à comprendre. Il y a une logique parlementaire qui est l'incapacité à faire passer des textes, même s'il y a beaucoup de lois qui ont été votées, parfois avec des députés de gauche qui les votaient, parfois avec des députés de droite. Mais dès qu'un texte, on l'a déjà dit ici, prend toute la lumière médiatique, là, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver une majorité, on le voit bien. C'est terrible parce que la réforme des retraites, les Français y étaient majoritairement opposés. On a eu le 49-3 pour la faire passer. Là, vous le dites, dans les sondages, les Français étaient majoritairement pour un texte plus ferme et on en arrive au bout du bout à avoir la copie des LR. Enfin, le gouvernement aurait pu peut-être aller jusqu'à ça et peut-être même imposer un 49-3 puisque ça allait dans le sens des Français. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, on a l'impression qu'ils ont pris la copie des Républicains qui ne pesaient en effet en 2022 pas grand-chose, alors que ça va dans le sens des Français. C'est pas très cohérent. Oui, mais enfin, on est en démocratie représentative, les Républicains... expliquer pourquoi il y a cette droitisation, alors que c'était pas l'objet du texte. Pas tous en même temps. Si moi je rajoute, on est trois à parler en même temps, personne n'entend rien. Expliquer aux Français, aux électeurs, mais aux Français, comment LR a pesé autant dans la balance, alors que je vous rappelle que c'était moins de 5%. Mais oui, mais c'est aussi une majorité avec les centristes ici au Sénat. On va pas... Mais oui, mais ça c'est réel, ça c'est la majorité ici au Sénat, elle pèse aussi. Voilà. Je vous donne la parole tout de suite, Pascal Perrineau, qu'on entende justement, puisqu'il y a cette critique, voire cette accusation d'un amalgame du gouvernement avec l'extrême droite. La Première ministre, cet après-midi à l'Assemblée, a répondu, elle s'est défendue. Elisabeth Borne. Sortez des slogans, des postures, en voulant faire croire, en voulant faire l'amalgame entre notre texte et les positions de l'extrême droite. Les mots ont un sens, monsieur. Les mots ont un sens, monsieur le président Chassaigne. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe, parce qu'ils sont étrangers. L'extrême droite, c'est la préférence nationale. Nous croyons à l'intégration par le travail. Nous voulons continuer à former des talents et à diffuser notre culture en accueillant des étudiants internationaux. L'extrême droite, c'est le refus d'accueillir même ceux qui sont en danger. Le droit d'asile, c'est au cœur de nos valeurs, monsieur le président Chassaigne. Dans notre sondage. Voilà, elle répondait au président du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne. Pascal Perrineau, est-ce qu'elle a finalement raison de faire la différence, de dire cette loi, telle qu'elle ressort de la commission mixte paritaire, c'est une loi effectivement LR, mais pas RN? Non, c'est pas une loi RN. Par exemple, on parle de la préférence nationale. La préférence nationale, c'est d'exclure, selon le critère de la nationalité, les étrangers de l'accès à telle ou telle aide. Là, ça n'est pas le cas dans la loi. On durcit les conditions d'accès en termes de durée sur le territoire national, etc. On les durcit. On n'est pas dans de la préférence nationale à l'état pur, ce qui a toujours été le projet du Front National, puis du Rassemblement National. Donc ça n'est pas le projet du RN. Mais le RN avait dit d'ailleurs auparavant, si ça va dans le bon sens, nous accompagnerons le sens. Et en plus de ça, on sèmera le trouble. Et regardez, on est en plein dedans. Ça y est, on est en plein dedans. Et comme toujours, à chaque fois qu'il y a cette question du RN, les grands mots sortent, les postures, le camp du bien et le camp du mal, etc. Et on ne parle plus tellement du sujet. Pardon ? C'est daté ? Ah oui. Vous pensez que c'est daté ? Oui, bien sûr. Parce que tout de même, depuis juin 2022, il y a une vraie majorité relative, mais qui est au fond presque une grosse minorité. Et il faut bien aller chercher les voies, donc construire sans cesse des compromis sur le social, plutôt avec la gauche,
Sur le régalien, on le voit plutôt avec la droite. Plutôt avec la droite jusqu'au Rassemblement national. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant parce que on est dans la normalisation souhaitée par le RN. Mais bien sûr. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, n'oublions pas que la première force politique en France, c'est le Rassemblement national. Il suffit de regarder les enquêtes tous les jours. Oui, on regardera d'ailleurs tout à l'heure l'enquête que Doxa et Mascaré ont fait pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale sur des projections de vote si on votait dimanche aux européennes. On vous donnera ça tout à l'heure. Quand vous entendez Pascal Perrineau finalement nous donner ses arguments, ça vous fait tiquer. Mais bon, voilà, il y a une normalisation, on peut la regretter, on doit l'accepter. Comment vous réagissez à ça ? Je crois que c'est plus qu'une normalisation là qu'on est en train de faire pour le Rassemblement national. C'est vraiment une rampe de lancement terrible. Mais est-ce que non mais attendez, on pointe toujours notre responsabilité, mais il y a des Français qui votent et il y a des enquêtes d'opinion. Je comprends bien qu'il y a le compromis de l'Assemblée et du Sénat avec cette CMP. Si on revient au discours d'Emmanuel Macron en 2022 quand il a gagné, il a dit « j'ai bien compris qu'on m'a élu aussi pour éviter Marine Le Pen et que ce vote m'oblige ». Mais il oblige en quoi ? En rien du tout. C'est-à-dire que là, on se dit finalement j'aurais mieux fait de voter Rassemblement national parce que justement c'est le parti qui peut aller encore plus loin sur cette fermeté parce qu'on ne va pas s'arrêter à 3 mois pour les allocations de logement par exemple, on va aller jusqu'à 5 ans ou on va aller jusqu'à si c'est des étrangers ils n'auront pas du tout de logement. En fait, il y a une espèce de rampe de lancement qui est terriblement faite là avec cette façon de se mettre à genoux par rapport à des mesures. C'est un début, c'est un début. C'est un changement. Pardon de vous interrompre. L'argument que vous nous donnez, Émilie, c'est exactement celui d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste qui parle de trahison. On l'écoute. C'est une trahison pour toutes celles et ceux qui ont fait le choix, précisément, de faire barrage à l'extrême droite en votant Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle c'est très dangereux aussi, parce que quel est celui ou celle qui acceptera encore de faire barrage demain si l'éventualité se présentait avec un macroniste ? Plus personne ne peut y croire. Plus personne ne peut accepter l'idée qu'on fait barrage à l'extrême droite avec le vote Renaissance ou le vote Macron. Ça n'est plus possible parce qu'ils appliquent eux-mêmes la politique de Marine Le Pen. Et je la vois se féliciter, se délecter de ce moment où, au fond, les combats de son père sont en train d'être, en fait, à la fois mis en valeur et achevé par Emmanuel Macron lui-même, lui qui avait été élu précisément pour faire barrage à ces idées-là. C'est un scandale. Erwan Estran, est-ce qu'on peut analyser ça comme ça ? C'est-à-dire Emmanuel Macron qui vient de trahir les électeurs de gauche qui avaient voté pour lui en 2022 ? Alors, peut-être ceux qui avaient voté surtout pour lui en 2017. Je pense que justement, dans le vote de ce soir, ce sera intéressant de regarder parmi les députés, qui est le vote des députés, selon que ce sont des députés qui viennent de la législature 2017 ou 2022, où sa base électorale était déjà un peu plus à droite. Pour Emmanuel Macron, le fait qu'il fasse des majorités de compromis, c'est relativement attendu par les Français. Ils sont d'ailleurs même très en attente du fait que l'ensemble des sensibilités de l'Assemblée nationale soient prises en compte. En revanche, si c'était systématiquement des majorités penchant à droite, là, ce ne serait plus le président du En même temps, qui pour la première fois en a été victime, parce que c'est vrai que le En même temps s'est retourné contre lui avec les majorités et de gauche et de droite qui votent la motion de rejet. Pour l'instant, ça n'apparaîtrait pas forcément une traîtrise, surtout si la majorité est atteinte sans le vote des députés Rassemblement national. Mais ça peut être une brique fondatrice du sentiment d'ingouvernabilité, d'incapacité à construire des majorités, de présidents penchant définitivement à droite. Ça peut être les prémices de quelque chose qui va fragmenter. Moi, mais j'ai une petite question arithmétique. Alors, je vais vous interrompre, pardon, vous la poserez juste après, puisque Quentin Calmet, je surveillais ça sur nos écrans de contrôle, est avec Bruno Retailleau, le président du groupe LR, ici au Sénat. Quentin, c'est à vous. Oui, effectivement, Thomas, merci Bruno Retailleau de venir au micro de Public Sénat pour cette première réaction depuis l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Qu'est-ce que vous dites sur ce qui ressort de cette réunion de la CMP ? C'est un texte qui vous convient, car proche de celui du Sénat ? Ça ne pouvait pas être autrement. Je ne veux pas avoir le triomphe modeste, mais très franchement, il y avait un seul texte. Le seul texte qui avait été voté par une des deux assemblées du Parlement français, c'est le texte du Sénat. Donc ça ne pouvait être qu'un texte tout proche. Et on a eu de belles victoires, mais la victoire, c'est, je pense, pour les Français. Près de 80% des Français nous demandent de la fermeté. 80% pensent qu'il y a trop d'immigration en France. Et par rapport au passé, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce sont des Français de droite, mais aussi de gauche. Donc c'est un très large consensus, alors que vous savez que nous sommes un peuple un peu gaulois, querelleur.
et que nous sommes souvent très fracturés. Eh bien, sur cette question migratoire, les Français ont cette conscience que désormais, il faut mettre fin au désordre migratoire. Une réaction au fait que Marine Le Pen appelle à voter le texte qui ressort de la CMP. On peut se réjouir d'une victoire idéologique, dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Elle vous tire un peu la victoire, elle aussi, hein? Non, elle veut voler la victoire. Mais la vérité, elle est très simple. C'est que, d'ailleurs, dès la lecture au Sénat, les représentants du Rassemblement national se sont opposés. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que nous portons ici, au Sénat, depuis des années et des années, un certain nombre de convictions qu'on a exprimées dans des rapports avec François-Noël Buffet. Nous les avons exprimées, par exemple, sur la manifestation de la volonté. C'était un dispositif pasquois. Vous voyez que M. Bardella n'était même pas en culotte courte. Donc arrêtons le scandale. Elle se réjouit du fait que la priorité nationale rentre dans la loi et que ça, c'est une victoire idéologique pour le RN. Non, la priorité nationale, au sens de Mme Le Pen, c'était de réserver, par exemple, les allocations familiales exclusivement aux Français. Nous, on a un temps de carence tout simplement parce qu'on considère que lorsqu'on entre sur le territoire national, dans la communauté nationale, eh bien, il y a un équilibre entre des devoirs et de droits. Les Français en ont marre de payer de plus en plus, souvent pour des services publics qui sont de moins en moins performants. Et je pense qu'il faut avoir une différence. C'est naturel, c'est la différence qui est une différence fondamentale entre des citoyens nationaux et des gens qui viennent de l'extérieur. Bruno Retailleau, j'ai une dernière question sur le fond du texte. Vous ne vouliez pas de régularisation dans ce projet de loi. Il y aura bien un article 4 bis avec des régularisations au cas par cas. Vous avez dû concéder cela, vous le reconnaissez? Vous voulez rire? Non mais vous voulez rire? Vous n'avez toujours pas compris ce qu'était l'article 4 bis. Non, il y avait un article 3. C'était un droit opposable. On a supprimé l'article 3. À partir du moment où il n'y avait plus d'article 3, il y avait la circulaire Valls. Eh bien, nous, on a renforcé la circulaire Valls. On l'a renforcée dans son champ d'application. C'est seulement les métiers haute tension. On l'a renforcée dans son contrôle, désormais, avec le mode de vie, avec l'ordre public, avec les principes de la République. Ça le casier judiciaire vierge aussi, c'est un apport de la CMP. Vous voyez toutes les différences par rapport à la circulaire Valls? Très bien. C'est du beau travail, ça, non? Eh bien, merci pour cette réaction en direct au micro de Public Sénat. Bruno Retailleau, merci à vous. Merci à tous les deux, merci Quentin, et n'hésitez pas évidemment à nous faire signe avec d'autres invités ou avec d'autres informations. Pascal Perrineau, on peut dire ce soir que c'est une revanche des LR? On peut aller jusque-là? Oui, d'une certaine manière, parce qu'ils avaient bien du mal à exister, plus à l'Assemblée nationale d'ailleurs qu'au Sénat. Parce que ce qui est important, c'est vrai, dans ce que dit le président du groupe parlementaire au Sénat, des LR, le projet qui a été voté, au fond, c'est un projet qui a été voté dans une assemblée dans laquelle il n'y a, pour ainsi dire, absolument pas le Rassemblement national, à savoir le Sénat. C'est-à-dire c'est un projet LR. Deux sénateurs RN. Donc il faut, vous voyez, un peu modérer cette impression qui consiste à dire c'est une victoire du Rassemblement national, etc. Au fond, il continue un combat qu'il mène d'ailleurs depuis plusieurs années. Alors ensuite, on peut dire il y a une influence idéologique beaucoup plus large, la fameuse lepénisation des esprits. Mais ça, j'allais dire, ça date. Ça date et ça touche pas simplement des députés ou des sénateurs, ça touche les Français simplement. Donc oui, les LR arrivent là à se refaire une santé. D'abord, ils sont unis entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça, c'est très important parce qu'on avait de plus en plus de LR, peut-être 3 d'ailleurs. Il y avait le parti, il y avait celui du Sénat, puis il y avait celui de l'Assemblée nationale. Maintenant, il leur faudra trouver un candidat pour 2027. Oui, mais ça, bon, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils ont trouvé déjà un candidat apparemment pour les européennes. Bon, chaque chose en son temps, parce que pour l'instant, personne n'a à peu près 2 candidats pour la prochaine présidentielle. Rapidement sur les LR, il y a encore beaucoup de thèmes. Juste sur les LR, je pense que la séquence, elle sera pas très durable, elle va être courte cette séquence, parce que oui, ils se cramponnent sur ce sujet de l'immigration, ils courent derrière les idées du Rassemblement national parce que c'est leur identité, et que globalement, ils n'ont pas développé depuis le temps beaucoup d'autres idées qui les différencieraient forcément des macronistes. Donc si on tire un petit peu plus sur la droite, et du Rassemblement national. Ils sont sur l'immigration. Sauf qu'ils n'ont pas compris que le Rassemblement national, il a ouvert les vannes sur des thématiques. Et on l'a bien vu avec une Marine Le Pen qui, en 2022, a parlé surtout du pouvoir d'achat. Donc quelque part, le Rassemblement national sera toujours plus fort sur ses fondamentaux, et il n'a même plus besoin d'en rajouter 10 000 couches. Donc je pense que cette victoire, évidemment, c'est normal qu'ils s'en félicitent et qu'ils en fassent beaucoup, mais ça ne sera pas durable. Peut-être. Il y a quand même un message d'efficacité
lancé par le parti LR à ses électeurs ce soir. De savoir-faire politique, oui, tout à fait, absolument. Le texte, c'est le nôtre, et c'est celui... Alors, on va voir s'il passe ou pas dans quelques heures, mais c'est celui qui... Mais la démonstration d'un certain savoir-faire politique, mais je rebondis sur ce qui a été dit, qui est intéressant, c'est que sur les préoccupations des électeurs, les deux principales préoccupations des électeurs LR, c'est la sécurité et l'immigration, mais les deux principales préoccupations des sympathisants RN, c'est l'immigration et le pouvoir d'achat. Donc finalement, sur ce couple sécurité et immigration, on est quand même près des prérogatives LR, enfin en tout cas des grosses préoccupations de leurs électeurs, donc ça va bien dans leur sens, et c'est vrai que cet accord, avec une passerelle intelligente entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la démonstration d'un savoir-faire politique. Laetitia, on arrive à quoi 40 jours, je crois, de tractation parlementaire autour de ce texte. Ce qui va rester, selon vous, c'est un spectacle politique déplorable dont la démocratie est la grande perdante. Expliquez-nous pourquoi vous dites ça. Écoutez, je crains, je sais qu'ici on aime l'analyse et qu'on la met vraiment au début de toutes les discussions. Je crains que les Français ne retiennent pas les points sur lesquels la commission mixte paritaire s'est déchirée, par exemple. Les grands points de cette loi immigration. Je pense que ce qui va rester, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bruno Retailleau, sous les flashs. Voilà. En fait, il faut se regarder où sont les projecteurs aujourd'hui. Et c'est ça qui intéresse les Français. Qui est sur la scène? Qui est sur le devant de la scène? Ensuite, les idées viendront. Bien sûr, les idées arrivent toujours. Mais pour le moment, effectivement, je crois que le spectacle déplorable que donnent les politiques grâce aux médias, va détruire les bases de notre démocratie représentative. Le problème, c'est que tout le monde se jette la balle de la responsabilité. Bah oui, depuis... on commence à en avoir l'habitude, les Français aussi, depuis le feuilleton des retraites au printemps dernier. Là, maintenant, c'est la tragédie de la loi immigration, où les oppositions, LFI en tête, disent, par exemple, là, pour l'immigration... Vous savez, on entend à nouveau la petite musique du déni de démocratie. Alors, les uns accusent les autres. L'opposition accuse la majorité d'un déni de démocratie, de s'être fait complètement à la main de LR, ce petit parti qui finalement, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas beaucoup de justification. Et alors, de son côté, la majorité accuse les minorités qui ont empêché le débat parlementaire, tout simplement. Comme l'a fait François Bayrou, qui est proche d'Emmanuel Macron, sur RTL dimanche. Il a dit que les députés qui avaient refusé le débat, finalement, n'auraient pas la mission que les Français leur avaient donnée en refusant de travailler. C'est-à-dire qu'ils ont été élus et ils refusent leur mission, ils refusent de débattre et ils refusent de voter les lois. François Bayrou, qui, selon nos confrères de l'agence France-Presse, alors c'est plusieurs des sources concordantes, comme on dit, qui le citent. François Bayrou n'accepte pas un texte revendiqué par le Rassemblement national. Voilà, le président du MoDem, on verra bien comment votent les députés MoDem tout à l'heure. Et la presse dans tout ça, Laetitia? Eh bien, les médias, on en a l'illustration ce soir, profitent de ce chaos ubuesque pour, comme on dit dans le jargon, feuilletonner. Vous savez, on crée un feuilleton, donc on attend tous le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, on n'a même pas besoin d'allumer la télé, on a tout sur nos téléphones portables. Ça tombe comme ça, minute après minute, un tel accuse un tel, qui accuse un tel. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, le journal L'Opinion a résumé la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui à sa une. Aujourd'hui, il dit « La démocratie à huis clos ». Pourquoi? Parce que les journalistes vont encore plus loin. Ils disent que finalement, la loi immigration ne va pas sortir de la CMP, mais des dîners à huis clos qui se sont organisés autour d'Elisabeth Borne, comme celui d'hier soir, par exemple, où elle avait 2 ministres, Gérald Darmanin, Franck Riester, et 4 représentants des LR à Matignon. Elle les a multipliés, ces dîners, Elisabeth Borne. Il y a un autre exemple, c'est le coup de téléphone du président de la République. Coup de téléphone à Elisabeth Borne et à Bruno Retailleau, qu'on a vu tout à l'heure, alors qu'il recevait les handballeuses françaises victorieuses, championnes du monde. Et alors ça a fait aussi, sur nos téléphones, on a tous reçu le push de notification. Alors on sait qui a appelé qui a reçu qui à dîner. Normalement, ces informations-là sont censées rester privées. Ah oui, mais c'est le rôle des journalistes de les faire sortir aussi. Oui. D'ailleurs, Bruno Retailleau a démenti ce coup de fil présidentiel. Exactement, et l'Élysée également. Et alors, les journalistes ont ce rôle-là, mais aussi les politiques. C'est-à-dire que les politiques font fuiter ces informations. Et les médias les reprennent. Et donc, vous nous dites quoi? Que ça réduit la démocratie à ces coups de téléphone? Oui.
au final, on a l'impression que la loi immigration s'est jouée à huis clos, c'est vrai, dans le huis clos du pouvoir. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir regardé ce feuilleton de la loi immigration dans nos canapés, paisiblement. Mais comme on regarderait Dallas ou... Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. J'hésite entre les deux, mais ceux qui ont la référence choisiront. Ce sont des références qui commencent à dater un petit peu. On n'est pas tous forcément d'accord, mais je trouve que c'est intéressant pour lancer cette partie du débat autour de ce thème d'affaiblissement de la démocratie. On peut aussi considérer, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal Perrineau, tiens peut-être, que on a une CMP qui a fonctionné, des sénateurs, des députés qui ont discuté, même si effectivement... on a eu un peu l'impression que le centre de gravité se décalait vers Matignon. Alors, je vous donne la parole dans un instant. François Patria, le président du groupe Renaissance, je simplifie, ici au Sénat, est avec Quentin Calmet. Quentin. L'accord trouvé entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, c'est un bon accord qui a été trouvé. Écoutez, je pense que cet accord, nous l'avons travaillé avec le gouvernement, avec Mme Borne, à plusieurs reprises à Matignon. Le gouvernement avait fixé ses propres lignes rouges qui concernaient sur 3 points à l'origine. En fin de compte, les choses ont évolué sur 8 points, et non des moindres. Sur le code de la nationalité, sur l'AME, sur la rédaction de l'article 4 bis, sur le logement d'urgence, sur les étudiants, sur les allocations familiales, le reste. Les choses ont évolué dans le sens où nous le souhaitions. À partir du moment où nous sommes majoritaires et qu'on part du texte du Sénat, bien entendu, ce n'est pas seulement un compromis, c'est un accord qui a été, je crois, accepté, y compris par le président de la commission mixte paritaire ce matin. Donc, vous dites ça, je vous interromps, mais Sacha Houlié vient d'annoncer qu'à titre personnel, il allait voter contre l'accord trouvé en CMP, tout comme M. Mattei, le chef de file des députés MoDem. Les multiplications comme ça de réactions de députés qui, à titre personnel, annoncent qu'ils ne vont pas voter ou voter contre l'accord de la CMP, que ça vous évoque. Je crois d'abord qu'il faut reprendre un peu de calme et un peu de hauteur en l'occurrence. Et on verra bien ce qui se passera ce soir. J'ai compris que les chefs de la majorité de l'Assemblée nationale sont à l'heure actuelle à l'Élysée. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le président de la commission des lois et de la commission mixte paritaire a voté l'accord. Il a accepté l'accord en commission. Il a accepté l'accord en mission. Et pourquoi veut-il changer d'avis maintenant? Qu'est-ce que vous lui dites alors? Parce que le groupe LR aujourd'hui change son vote. Mais je crois qu'il faut évacuer la position des LR. Elle ne nous concerne pas, elle ne nous intéresse pas. Le LR qui voulait voter contre hier veut voter pour aujourd'hui. C'est un vote tactique, politique que nous devons ignorer aujourd'hui. Nous devons nous concentrer sur l'accord qui a été élaboré avec les Républicains et le gouvernement aujourd'hui. Donc le vote des RN, vous voulez dire, ou le vote des LR? Le vote des RN, pardon. Des RN, d'accord. Le vote des RN ne nous concerne pas. Voilà, ok, donc ça ne vous dérange pas qu'à la fin, le texte convienne au Rassemblement national? Ça n'est pas quelque chose, ça? C'est un vote tactique. Nous ne votons pas aujourd'hui avec le RN. Le RN fait ce qu'il veut à côté. Si à chaque fois que le RN changeait de vote, nous devions changer notre vote nous-mêmes, pas du tout. On ne doit pas tenir compte aujourd'hui du vote RN pour nous déterminer. On doit tenir compte de l'accord qui a été construit patiemment avec le gouvernement et la majorité du Sénat. Cet accord, la CMP l'a validé. Les réactions maintenant en fonction du vote du RN, je crois aujourd'hui, doivent être prises avec beaucoup de hauteur, sans détourner aujourd'hui, et voter le texte qui a été construit. Monsieur Patria, une dernière question. Vous reconnaissez quand même une crise au sein de la majorité pour qu'on en vienne à une réunion à l'Élysée avec les ministres concernés, les cadres de Renaissance et les autres partis de la majorité, c'est bien qu'il y a une crise? J'ai bien le sentiment qu'il y a une partie de la majorité qui aujourd'hui se sent mal à l'aise avec... Elle aurait voulu le texte de l'Assemblée. Mais quand on n'est pas majoritaire, est-ce qu'on peut avoir le texte de l'Assemblée? Soit ils voulaient qu'il n'y ait pas de texte, soit on veut quand même que le gouvernement, que la France dispose des outils pour pouvoir aujourd'hui mieux régler les problèmes d'expulsion ou d'évacuation des gens qui n'ont rien à faire dans notre pays. Ce n'est pas la réelle politique, c'est de la politique tout simplement qui répond aux attentes des Français. Eh bien, merci pour cette réaction en direct au micro de Public Sénat. Merci. Merci à tous les deux. Merci Quentin encore une fois. Pascal Perrineau, c'est intéressant ce que nous dit François Patria. Il est en train de nous dire, là, ça se joue à l'Élysée et attendons le vote, quoi. C'est-à-dire que peut-être que Emmanuel Macron va remettre de la cohérence dans le vote des députés hésitants. Eh oui, le parti de la majorité parlementaire, du moins à l'Assemblée nationale, c'est le parti du président. Oui. Et comme toujours sous la Ve République, quand il y a conflit, c'est le président de la République qui tente
de remettre de l'ordre. On verra s'il est capable de remettre de l'ordre ou si il y a quelques forces qui résistent à l'appel à la discipline du président de la République. Et ce sera quand même éclairant pour la suite du quinquennat. C'est pour ça que c'est aussi passionnant de voir ce qui se déroule ce soir. C'est ça qui est important. Parce que s'il y avait, j'allais dire, beaucoup de pertes en ligne, c'est le scénario un peu du Parti socialiste à la fin de la présidence Hollande, c'est-à-dire ça se délite. Le retour des frondeurs. Si en revanche, les frondeurs, ce sont quelques unités. Mais qu'est-ce que ça changera? De toute façon, ils ne se représentent pas. Donc, Non. Ah bah si, sur sa capacité à réformer pendant 3 ans quand même. Avant la présidentielle à laquelle il ne se représentera pas, il y a tout de même 3 ans à tenir. Donc c'est important pour l'avenir, surtout quand il dit, moi pour l'instant je refuse la dissolution, etc. Donc il faut qu'il donne du contenu avec une majorité qui tienne et qui ne se dissolve pas sous l'impact des frondeurs. On aura la réponse très bientôt. Oui, c'est pour ça que cette soirée, elle va être passionnante, puisque je vous rappelle, là on est dans un quart d'heure, le vote commence au Sénat et à 21h30 à l'Assemblée. Émilie Zapalski, je voudrais qu'on se projette justement sur cette capacité d'Emmanuel Macron à continuer de réformer et à trouver une majorité. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, mais s'il perd plusieurs dizaines de députés sur ce vote de la loi immigration, c'est une hypothèse. Pourra-t-il les récupérer sur d'autres textes? Vous voyez, c'est ce qui est en train de se jouer. Moi, j'y crois pas beaucoup. Alors, je ne sais pas comment il va rétablir la cohérence, si c'est le bâton. Ou la cohésion, c'est peut-être le meilleur. Mais je pense que les têtes vont redescendre. Mais c'est la première fois, j'ai l'impression, qu'ils sont allés aussi loin. Sacha Houlié, on a entendu aussi des ministres mettre dans la balance leur démission. On a vu dans un article du Figaro qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi 3 ministres notamment voulaient démissionner si le texte allait jusque-là, si ferme. C'est la première fois. François Bayrou. François Bayrou, c'est la première fois. Je rappelle l'une des infos de cette fin d'après-midi, je vais retrouver la citation, je ne sais plus où il est, n'acceptera pas un texte revendiqué par le Rassemblement national. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est une Moi, j'entends façon de se consigne de vote d'abstention à minima. Minima. Mais je pense que c'est un signe. C'est un signe parce que c'est la première fois, en effet, qu'ils sortent du bois autant, que ce soit premier ou deuxième quinquennat, en marquant ça. Moi, a priori, et puis vu les efforts qu'ils ont faits, à mon avis, Emmanuel Macron va les ramener à la raison ce soir, probablement. Mais c'est un signal. Après, c'est le sens à donner de ce quinquennat qui n'a pas de sens depuis le début, ce deuxième mandat. Réforme des retraites, alors si, il a un sens, c'est de plus en plus à droite, finalement. Réforme des retraites à 64 ans, là, l'immigration, on voit que les plus fortes réformes, elles sont quand même marquées à droite. Mais ce qu'on voit surtout, et c'est vrai que c'est la majorité relative qui l'oblige, c'est que le sens du quinquennat, c'est surtout faire des compromis. Mais est-ce que toutes les fins du compromis justifient les moyens? C'est ça qu'il va falloir se poser. C'est ce que je posais en première question. Mais c'est le sens maintenant. Qu'est-ce qui va impliquer? Est-ce qu'il va faire un petit coup à gauche avec, je ne sais pas, une réforme sur... il y a quand même eu l'inscription dans la Constitution. On va voir ce qui se passe. Je rappelle, pardon Laetitia, allez-y. Il y a quand même eu l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. C'était pas non plus et la fin de vie qui doit arriver fin février. Il n'y avait pas péril en la demeure sur l'IVG non plus. Alors, on a entendu un représentant de LR, Bruno Retailleau, on a entendu un représentant de Renaissance, Marie-Pierre de la Gontrie, qui a participé d'ailleurs à cette commission mixte paritaire, sénatrice socialiste de Paris, est avec Quentin Calmet. Exactement, Thomas, elle était membre de cette commission mixte paritaire réunie depuis hier. Bonsoir Madame de la Gontrie. Bonsoir. On apprend cette réunion de crise, on peut le dire, entre le président de la République et plusieurs cadres de sa majorité avec les ministres concernés. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette réunion-là, qui vient de s'improviser à l'Élysée? Je pense qu'il y a il y a un décrochage total entre la tête de l'État et la base, si on peut dire, notamment les députés. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en commission mixte paritaire n'a pas été une surprise. Le texte, ne nous convenait pas, nous l'avons combattu. Un texte proche du Sénat. Donc, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu anticipation? Effectivement, il semble que le vote soit extrêmement peu assuré. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que ce texte, ça a été dit d'ailleurs en commission mixte paritaire, à la fin de la commission mixte paritaire, les représentants du Rassemblement national ont félicité, mais j'utilise les mots, ont félicité la droite et les macronistes d'être venus sur leur thèse. On entend Sacha Houlié qui annonce ce soir qu'il va voter contre le texte sorti de la CMP. Il l'a voté, on est d'accord, à la fin de la CMP tel que vous y avez assisté. Est-ce que vous l'avez entendu pendant ces 2 jours dire que ce texte n'allait pas lui convenir à la fin? Non, mais il présidait la CMP.
Donc, il n'avait pas à s'exprimer particulièrement. Il y avait les membres de son groupe. Il votait quand même. Oui, mais alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas passé mon temps à surveiller son vote. J'ai plutôt regardé le vote du Rassemblement national à la fin. Ça vous évoque ces figures de Renaissance qui annoncent ce soir, notamment M. Mattei pour le Modem, qu'ils vont voter contre. Mais encore une fois, on pense trop que quand on fait de la politique, on est totalement déshumanisé, qu'on n'a jamais de conviction, que tout est possible. On sait bien depuis un certain temps que ce texte dérive. On sait bien qu'il y a un problème avec la thèse du Rassemblement national, la préférence nationale. Écoutez, j'ai dénoncé ici, dans cet hémicycle, lors de l'explication de vote sur le texte, le fait que les digues étaient rompues entre la droite française et le Front National. Donc tout ça n'est pas nouveau. Mais je pense que tout ça a été sous-estimé et qu'au fond, ces députés n'ont pas été suffisamment respectés. Mais pour Emmanuel Macron, et c'est ma dernière question, est-ce que c'est un tournant ce qui se joue autour de ce texte en termes de ligne politique selon vous? Parce que vous parliez de cette rupture de barrage entre LR et le RN. Là, ça va plus loin aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on a assisté à la fin du macronisme, c'est-à-dire que Emmanuel Macron voulait un texte, coûte que coûte, y compris en étant sous la dictée des Républicains, y compris en allant éventuellement sur les terres de l'extrême droite. Donc il y a une fracture sur la conception politique que défendait Emmanuel Macron. Ensuite, oui, je pense que ça va être un tournant très rude chez les Français, parce que beaucoup, vous savez, ont cru, c'est pas péjoratif dans ma bouche, ont cru que Macron allait proposer autre chose et puis allait, il l'avait dit, faire barrage contre le Front National. Et là, il s'allie avec eux. Et merci. Merci Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice socialiste de Paris. Vous étiez membre de cette CMP. Merci pour cette réaction à notre micro. Merci à tous les deux. Je voudrais qu'on s'intéresse et qu'on rentre un peu dans le détail de ce baromètre Odoxa Mascaré pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, avec d'abord un premier élément qui concerne Emmanuel Macron. C'était avant même, évidemment, les événements de ces dernières 48 heures. On voyait déjà sa cote de popularité baisser. À la question Emmanuel Macron est-il un bon président de la République? Non, 66%, oui, 33%, une baisse de 2 points. C'est son socle de gauche qui se fragilisait déjà un petit peu et qui continue de se fragiliser. Est-ce que c'est ça l'analyse ou pas d'ailleurs? Non, pas particulièrement, parce qu'il a baissé un peu chez LR aussi, mais ça reste tendanciel. Mais ce qu'il faut noter pour Emmanuel Macron, si on fait le bilan de son année 2023, c'est qu'il avait déjà perdu des points fortement avec la réforme des retraites. Sa cote de popularité était légèrement remontée. Il y avait son attitude qui avait été saluée face au conflit israélo-palestinien. Là, il repère 2 points. Et au global, sur l'année 2023, il aura perdu 8 points. Il y a un mois, ce qu'on observait, c'était un fort risque de vote sanction aux élections européennes. C'est la première fois que les Français retourneront aux urnes après la séquence de la présidentielle et des législatives. Là, on va même au-delà du vote sanction aux élections européennes. Il y a un sentiment d'ingouvernabilité qui a commencé à se diffuser. Il n'est pas dit qu'il va se solidifier. Mais il y a ce sentiment-là, et il y a le côté réformiste d'Emmanuel Macron qui peut-être être un peu affecté, ce réformisme un peu dynamique face au vent contraire, le décloisonnement, l'efficacité de la politique. Là, c'est peut-être que son image peut être sapée sur ce côté-là, et surtout auprès de son socle électoral. On l'a en signal faible, mais chez Elisabeth Borne, elle perd 10 points chez les sympathisants Renaissance ce mois-ci. Un mot rapide, Pascal Perrineau, sur le rendez-vous que Emmanuel Macron donne à rendez-vous avec la Nation en janvier, qui est de sortir du chapeau le président de la République. On verra. Il y a nécessité, vous voyez, on est depuis des semaines, j'allais dire des mois, on passe d'un événement à un événement avec des jeux parlementaires complexes, etc. Il faut redonner un peu j'allais dire, d'espace. D'accord. Et alors l'espace, vous nous le donnerez un peu plus tard, parce que j'en donne à Yannick Jadot, le sénateur écologiste, Pascal, qui est avec Quentin. Oui, effectivement, Thomas, je suis avec Yannick Jadot. Bonjour, monsieur Jadot. Une réaction à ce qui se joue en ce moment. Sans surprise, le Sénat, qui dans quelques minutes va adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, ce sera plus compliqué à l'Assemblée nationale. Et il y a une réunion de crise à l'Élysée en ce moment avec les cadres de la majorité, les ministres concernés. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette situation en ce moment? Une faillite politique et morale pour le président de la République. Il a voulu faire de la tactique en mettant de côté les valeurs de la République, les valeurs du camp qu'il est censé représenter, les valeurs de celles et ceux qui ont voté pour lui 2 fois, en 2017, en 2022, pour éviter Marine Le Pen. Vous savez, j'ai comparé cette situation au Brexit qu'avait lancé David Cameron. À ce point-là ? Oui, parce qu'il voulait faire de la tactique en pensant qu'il jouait à coup sûr, mais à partir du moment où vous créez un débat qui est fondé sur des mensonges, des contre-vérités, des fantasmes sur l'immigration, que la société est aussi déstabilisée, angoissée, eh ben vous ouvrez la boîte du pire, vous ouvrez la boîte de la libération de la parole et des actes racistes, vous ouvrez la boîte
de la remise en cause des valeurs de la République. Et on voit aujourd'hui qu'il ne tient plus sa majorité et on comprend pourquoi. Qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous? Retirer le texte. Depuis le début, retirer le texte. On peut parfaitement, en améliorant la circulaire Valls, mieux régulariser les personnes qui travaillent et qui participent de notre pays. Tout le monde convient qu'il ne faut pas remettre en cause l'AME, on ne va pas remettre en cause le droit du sol. C'est ça que contient ce texte. Vous vous rendez compte, la victoire culturelle, politique et à ce rythme électoral de Marine Le Pen dans lequel le président de la République nous a engagés. Bien, merci Yannick Jadot pour cette réaction en direct au micro de Public Sénat. Merci Quentin. On approche de l'heure qui était prévue, mais je vois les images de la séance. Il y a encore discussion autour d'un autre texte. Il y aura sans doute une suspension de séance avant que le vote n'intervienne sur cette loi immigration. Donc on a encore le temps d'analyser les uns les autres. Et Pascal Perrineau, je vous redonne la parole sur la marge de manœuvre d'un Emmanuel Macron qui a déjà essayé d'inventer beaucoup on va dire, d'initiatives pour redonner du souffle à son quinquennat. On le voit mal annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'il en ressortirait sans doute pas une majorité plus solide. Et encore. Personne sauf le RN a un intérêt à une dissolution. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, en effet, il ne veut faut pas rien faire. Voilà, parce qu'il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans même, qui attendent le président, et il va falloir redonner un peu de souffle, alors qu'il n'arrive pas à trouver ce second souffle depuis 2022. Alors, on pourrait imaginer un grand débat, Pascal Perrineau. C'est un spécialiste du grand débat. Moi, j'ai déjà donné. Je ne crois pas. Après le grand cirque, un grand déballage, une explication aux yeux dans les yeux avec les Français, un mea culpa des politiques. Non, les Français, ils attendent à ce que les hommes politiques, et au premier rang desquels le président, fassent des choses. Bon, là, on peut en discuter. Voilà, il y a cette loi immigration qui a été votée il y a quelques mois. C'était la loi sur les retraites, etc. Ça plaît ou ça déplaît. Mais il y a des actes. Et certains Français peuvent avoir l'impression, on verra, que les choses changent. Mais là, c'est intéressant ça. Malgré la difficulté, il y a des réformes qui passent. Bien sûr. Ça peut être mis à son crédit, ça. Et ça peut être mis à son crédit, alors qu'en face, on a très souvent le ministère de la parole et le ministère des indignations. Là, il y a des choses qui sont faites. Alors, on peut imaginer que dans les mois qui viennent, dans la perspective du macronisme originel, il s'occupe un peu, de sa gauche. Alors, il y a des dossiers, en effet, comme le travail, par exemple, sur lequel il pourrait trouver à construire des majorités, puisque c'est le défi qui est le sien, le défi de son camp, avec plutôt des forces de gauche, même si on le voit ce soir, il a fortement irrité les forces de gauche. Mais les forces de gauche, c'est normal, s'indignent ce soir de ce qui se passe. Mais enfin, il y a une semaine, ils votaient aussi avec le Rassemblement national, la motion de rejet. Et je me souviens des images qui étaient extrêmement frappantes, où il y avait toute la gauche NUPES qui applaudissait, avec qui? Avec le Rassemblement national, cette victoire du rejet de discuter le texte. Donc vous voyez, il y a beaucoup de postures, il faut bien reconnaître, il y a beaucoup de postures. Et puis, si vous me permettez simplement 20 secondes, il y a... Tout le monde sent que le Front National est à la hausse dans la perspective, bien avant ce projet de loi immigration d'ailleurs. Il est à la hausse. Et maintenant, on voit très bien que commence à savoir, mais qui a fait monter qui a fait monter le Front National? Alors la gauche va dire c'est Macron, Macron va dire c'est la gauche ou d'autres choses, le LR va dire voilà, ce sont les ambiguïtés de Macron et c'est la démagogie de la gauche. Vous voyez, ça y est, ça a commencé. Ça a commencé pour préparer la soirée des européennes de juin où on va en parler dans un instant. Vous allez nous donner de commenter la victoire du Rassemblement national. On commentera votre sondage. Un mot de la réaction à l'Élysée, la réaction du président de la République, Laetitia. Cet après-midi, il se disait à l'Élysée que Emmanuel Macron était agacé et voulait tourner la page et voulait en finir rapidement. Donc on imagine la teneur de la discussion ce soir, on va voir. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que est en train de se mettre en place toute la rhétorique, les éléments de langage, on appelle ça en communication politique, du président qui arrive à la fin de son mandat, puisque tout le monde dit, tout son entourage dit, Emmanuel Macron craint plus que tout de laisser le pouvoir à l'extrême droite. Or, quand on vous écoute ce soir, on a compris que
c'était le scénario qui tenait la corde aujourd'hui. Donc, en gros, il commence à préparer son terrain pour sa postérité, pour expliquer que ce n'est pas de sa faute. Ouais, avant 2027, il y a effectivement les européennes le mois de juin. Erwan Estrohan, donc vous avez interrogé les Français sur leurs intentions de vote. La question, c'était si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez? Et là, on voit un RN très haut. Absolument. Et ça, c'est vrai que ça n'est le scénario que d'aujourd'hui. Ça n'a pas valeur de pronostic pour les élections européennes. Mais ça montre un rapport de force qui est très favorable au Rassemblement national et même plus largement à l'extrême droite. On a 31% des Français qui voteraient pour la liste du Rassemblement national contre uniquement 21% pour la liste de la majorité présidentielle. Il y a 10 points d'écart entre les deux. Mais il y en a aussi 6% qui voteraient pour Reconquête, la liste de Marion Maréchal. Ça amènerait à 37% le total Reconquête plus Rassemblement national et en tout 34 sièges au Parlement européen sur les 41 dont dispose la France. La gauche en aurait seulement 20. Donc ça dit quand même la droitisation et même l'extrême droitisation, si vous me permettez le mot, du paysage politique sur cette élection européenne. C'est un point quand même à prendre en compte et surtout cet écart de 10 points impressionnant entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national qui passerait à 29 sièges. Il en avait 23 en 2019, la majorité présidentielle reculerait, elle, de 3 sièges, avec pourtant 2019, qui était déjà une campagne européenne de Nathalie Loiseau, qui avait été vécue comme une contre-performance par la majorité. La majorité était arrivée juste un point derrière le RN, mais avec un trend qui lui a été très défavorable. Ils étaient partis beaucoup plus haut dans les sondages, jusqu'à baisser et passer derrière le RN, qui lui a un peu monté. Donc ils ont vraiment un dynamisme, une dynamique électorale autour d'eux, le RN, poussé par un double moteur, à la fois cette notabilisation dont on a parlé, le fait que des personnalités comme Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal s'installent dans le paysage politique, deviennent fréquentables. Donc il y a cet effet notabilisation, puis il y a l'effet actualité, avec le poids des questions de sécurité et d'immigration aussi aujourd'hui, qui les place au cœur du jeu politique. Mais ce qu'on voit, c'est que vraiment la dynamique électorale est derrière eux. C'est pour ça que ce ne sera peut-être pas Marine Le Pen en 2027, parce que tout le monde dit ce sera elle, ce sera elle. Moi, je dis juste, je suis d'accord avec vous, Émilie, on a ouvert la fenêtre d'Overton. Vous savez, c'est un symbole qui a été théorisé par le juriste du même nom, Overton, aux États-Unis, pour dire cette fenêtre d'Overton symbolise ce qui est possible et ce qui est audible dans une société, dans le débat public. Là, aujourd'hui, elle s'est complètement ouverte. On entend des choses acceptables qui ne l'étaient pas il y a même 5 ans. Notamment sur cette thématique de l'immigration. Mais bien sûr, et notamment avec la tournée médiatique de Jordan Bardella ces derniers jours. Et ce matin sur France Inter, quand il dit « je suis prêt pour occuper Matignon », les seuls arguments qu'on lui oppose sur France Inter, c'est son âge, trop jeune, pas assez d'expérience. Ça aurait été impossible il y a quelques années. On a un ministre de l'Éducation nationale qui a 33 ans, donc c'est possible, le jeunisme. Non, mais effectivement, il y a une acceptation, on va dire, de l'hypothèse du Rassemblement national au pouvoir qui n'était pas évidente il y a ne serait-ce que quelques années. On tord le coup à ce qui était acceptable, et peut-être qu'un populiste va arriver. À la Milei Argentin. Tout peut arriver. C'est dans longtemps. Et les européennes, c'est dans 7 mois. Donc là aussi, il peut se passer pas mal de choses. Mais quand même, Émilie Zapalski, je retiens votre argument sur le contexte. Il y a le socle, et puis il y a finalement ce que l'actualité apporte ou peut apporter au Rassemblement national. Est-ce que c'était un risque de faire voter un texte immigration maintenant ? Ou est-ce que finalement... c'était pas le seul moment pour le faire, parce que sinon après on était encore plus près de l'échéance des élections européennes. D'ailleurs, Gérald Darmanin l'avait un peu accéléré, avait accéléré son passage au moment du tragique événement à Arras, parce que le contexte était plus porteur en fait pour ça. Donc oui, forcément ça facilite. Et à mon avis, il va pas avoir beaucoup de choix que de continuer un peu là-dedans. Justement, quand on voit les sondages que vous donnez là sur les élections européennes, que de dire en gros, je suis obligé de montrer mes muscles du côté de ces sujets-là, parce que sinon c'est le RN, c'est exactement ce qu'a dit Gérald Darmanin il y a peu. Sinon c'est le RN qui va être élu. Moi, il me semble qu'Emmanuel Macron, il est quand même, il a essayé tous les trucs et on en a parlé, le grand débat, les rencontres de Saint-Denis, il a essayé le Conseil national de la Fondation. Il n'a pas encore essayé le référendum.
Oui, le référendum, peut-être que c'est ça. Et il serait urgent. Il serait urgent, en effet, de réouvrir un peu sur son en même temps, si c'est toujours un en même temps équilibré, ou alors c'est vraiment un coming out sur un en même temps qui est clairement à droite. C'est ça, c'est soit il fait le choix de dire c'est bon, je suis parti beaucoup plus à droite que je ne l'étais en 2017, soit il rééquilibre sur des sujets, et il y en a pas mal, et surtout s'il revenait sur des sujets, en plus il est assez bon, d'économie, de réindustrialisation, peut-être même, c'est un gros mot, mais d'aménagement du territoire, hein. C'était le sujet des Gilets jaunes, c'est-à-dire métropole contre territoires ruraux, périurbains, il y a un vrai sujet en France là-dessus, parce que sur ces sujets-là, même si le Rassemblement national est très bon et sait parler à l'oreille des territoires ruraux notamment qui avant votaient plutôt Parti communiste ou Parti socialiste, et bien souvent quand on les interroge là-dessus, ils sont beaucoup moins bons. Pendant que vous nous parlez, on voit le ministre de l'Intérieur qui est en train d'arriver dans l'hémicycle ici au Sénat. Il y a eu une courte interruption de séance et donc on devrait avoir le vote sur cette loi immigration dans quelques instants. C'est peut-être là où il pourrait montrer les muscles. OK, sur les sujets de sécurité, immigration, il durcit le ton. Est-ce qu'il ne peut pas durcir le ton justement sur ce sujet de pouvoir d'achat, d'économie, de réindustrialisation et autre gros mot sur l'écologie aussi, hein, parce que le Rassemblement national et l'écologie, on est quand même très loin. Donc il y a beaucoup d'endroits où le potentiel du Rassemblement national n'est pas très bon. Ça, effectivement, ça ouvre, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites sur la marge, on y revient, la marge de manœuvre, Pascal Perrineau, d'Emmanuel Macron, mais alors pas seulement là, début janvier, quand il va prendre la parole, sur les textes qu'il peut proposer, les réformes qu'il peut impulser pour éventuellement contrer le Rassemblement national. Alors je crois que vous n'allez pas pouvoir répondre à la question parce que, désolé, Quentin, vous reprenez la main. Et voilà, le premier vice-président LR qui préside la séance. Merci à tous, bonne soirée.